Bonjour, aujourd'hui on va voir les groupes de transformation, surtout en action, avec l'ellipse de Steiner. Donc l'ellipse de Steiner, c'est un joli sujet pour montrer comment fonctionnent les groupes de transformation. On a vu que les groupes, ils permettaient de compter dans une vidéo, mais en géométrie, ils permettent de se ramener à une situation. Par exemple, d'une base à une autre. Pour le groupe linéaire, d'un repère à un autre. On a vu avec les homographies, on peut se ramener, par exemple, d'un cercle à une droite. Donc, par exemple, Ptolémée, l'identité de Ptolémée ou l'inégalité de Ptolémée, ça va correspondre à une inégalité triangulaire parce qu'on a ramené un cercle à une droite. Donc ça c'est des choses quand même assez marquantes où on voit que les choses se simplifient. Les groupes aussi permettent de se ramener dans les matrices à des situations diagonales, à des blocs de Jordan, etc., etc., Sylvester. Et à chaque fois, on dégage dans ces groupes des orbites, des invariants, des formes normales. Alors là, euh, on va voir en action le groupe de transformation affine G à 2, donc G à 2 de R. Et on va aussi faire du calcul complexe, c'est-à-dire qu'on va le voir comme groupe, mais il va agir sur R2 qui sera identifié aussi au plan complexe. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On va regarder quel est le théorème. Le théorème, le théorème de Steiner, il va dire que si ABC est un triangle, donc je veux parler d'un vrai triangle, alors il existe une ellipse tritangente au milieu des sommets du triangle. Donc j'ai essayé de le dessiner, c'est pas évident à dessiner, faut s'entraîner. Là je suis pas très content du dessin, mais bon, on a l'habitude de travailler sur des dessins faux. Hein. Et donc ici voilà le triangle ABC, et on a ici une ellipse avec une tangente ici à l'ellipse, une tangente à l'ellipse ici, et une tangente ici à l'ellipse. Et là, ces trois points, ce sont les milieux des côtés. Donc, cette ellipse va exister, ça c'est un premier point. Deuxièmement, elle va être unique, on verra ça dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, à quoi vont nous servir les groupes? À nous ramener à ce qu'on appelle une forme normale. Une forme normale, ça veut dire une forme qu'on aime bien. Hein. Ça peut être la base canonique, ça peut être 0 et 1, comme on a vu dans une autre vidéo sur les cercles et droites. Ça peut être des matrices diagonales, etc. Mais ici, la forme normale, GA va agir sur les triangles, et la forme normale, ça va être notre triangle équilatéral, parce que lui, on sait bien travailler dessus, on le connaît plus intimement que les autres triangles. On va regarder comment transporter ce problème en un problème sur le triangle équilatéral. Et on va voir que le groupe affine est le groupe qu'il nous faut exactement pour ce problème. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, quand on veut faire de la géométrie avec les groupes, il faut savoir choisir le bon groupe. Si vous vous trompez de groupe, il vous servira à rien. Le groupe, il doit être assez gros pour pouvoir vous amener à un maximum de situations, mais il doit être assez petit pour avoir un maximum d'invariants. Tout le paradoxe est là. Par exemple, ici, vous voyez que dans ce théorème, qu'est-ce qu'on a comme invariant nécessaire? Eh bien, ellipse. Donc mon groupe, il doit transformer une ellipse en une ellipse. Tritangente. Donc mon groupe doit
respecter la notion de tangence, donc ça doit être des opérations qui sont, les transformations doivent être différenciables, hein, d'accord, ça doit être des difféos, hein. Et milieu, donc mon groupe doit conserver les milieux, a priori, il va conserver donc les barycentres. Donc, eh ben, GA2 répond complètement à ce problème. Donc ça, c'est le groupe des transformations affines, hein, de R2. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il respecte les barycentres. Donc ça, c'est-à-dire que il envoie là ici ce qui nous intéresse, c'est qu'il envoie le milieu de l'image du milieu, ça va être le milieu des images. Voilà, hein, dit comme ça, c'est clair. Alors donc le fait de respecter les barycentres, en général, c'est même une propriété qui caractérise GA2. Donc on pouvait déjà presque voir par caractérisation que ça allait être GA2 le plus grand groupe qui allait respecter les barycentres, puisqu'il nous faut un groupe assez gros qui respecte des invariants, c'est ce que je disais au départ. Deuxièmement, c'est différenciable. Et donc, on va avoir respect de la tangence. C'est-à-dire que si on prend une courbe comme ceci, on va supposer qu'elle est paramétrée par gamma, d'accord? Et en un point, on va supposer que la tangente, c'est un vecteur, on va dire, U. Donc ce point, on va dire que on peut toujours se ramener à gamma de 0, d'accord? Donc ça c'est la courbe gamma de t, et en gamma de 0, on a une tangence qui est U. Alors on prend G dans GA2, voilà, donc un élément du groupe affine. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va regarder, ce qu'on veut, c'est que au final, quand on va regarder l'image de cette courbe par G, donc G de gamma de t, on va avoir ici G de gamma de 0. Donc ça, c'est l'image de notre point, hein, d'accord? Donc ici, notre point, on va l'appeler, je sais pas, I. Ici, ça va être G de I. Donc on a transporté notre courbe, on a fait notre groupe de transformation. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme vecteur tangent? Notre vecteur tangent, ça va être la différentielle de G de gamma de t en 0. Et ça, c'est égal à, d'après la formule décomposée, c'est la différentielle de G en O appliquée, en I, pardon, en gamma de 0, donc en I, appliquée à gamma prime de 0. Et on a supposé que U, c'était le vecteur tangent ici, et puis à normalisation près, U, c'est gamma prime. On prend U, on peut prendre U égale gamma prime de 0 ici. Donc la différentielle de G, comme G c'est linéaire de degré 1, c'est juste la partie linéaire qu'on appelle G flèche, et là c'est G flèche de U flèche. Alors maintenant, on a les milieux, on a les tritangentes, et on a une ellipse. Il faut que l'image d'une ellipse soit une ellipse. Voilà. Alors, comme G est homogène de degré 1, c'est ça les éléments affines, donc ça, c'est les transformations affines, sont des transformations homogènes de degré 1, comme l'ellipse, hein,
est donnée par une équation de degré 2. Quand vous faites un changement de variable de degré 1 à l'intérieur d'une équation de degré 2, eh ben, vous obtenez encore une équation du degré 2. Donc l'ellipse va être transformée forcément en une conique. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Mais on a classifié les coniques, et des coniques compactes, il n'y en a pas beaucoup. Hein, parce que l'hyperbole, elle n'est pas compacte, la parabole, elle n'est pas compacte, les droites, c'est pas compact. Bon, il y a des points dégénérés, bon, qui sont compacts, mais ça ne va pas compter, parce qu'on est sûr que l'image d'une ellipse ne sera pas un point, puisque G est inversible. Et donc la seule compacte, c'est l'ellipse. Et ainsi, on voit bien que l'image d'une ellipse par une transformation affine est forcément une ellipse. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer le problème de l'existence. D'abord, on se ramène à notre triangle de forme normale, qui va être le triangle équilatéral A', B', C'. Comment on s'y ramène? On a le théorème fondamental de la géométrie affine, qui va dire que, comme ABC forme un repère, A', B', C' forme un repère, donc en général, hein, dès qu'on a 3 points, 2 à 2 distincts, non alignés, ça forme un repère du plan. Donc ici, c'est le cas, parce que c'est des triangles non plats, des triangles voilà, normaux. Ici, lorsqu'on a donc 2 repères, il existe un unique G qui envoie, donc dans GA2, qui envoie le premier repère, ordonné, hein, ABC, ordonné, sur A', B', C'. Cette unicité, on ne va pas en avoir besoin, on a besoin juste de l'existence pour l'instant. Et maintenant, pour ce G-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, prenons ici les milieux I, J, K des points. Ici, on va regarder I', donc on sait que A', c'est l'image de A, hein, B' l'image de B, C' l'image de C, donc I', ça va être l'image de J, de I, J' l'image de J, K' l'image de K, et puisque ça respecte G, il est dans GA2, il respecte les barycentres, donc ça va bien être le milieu ici, là le milieu de B', C', là le milieu de A', C'. Ensuite, on va pouvoir prendre, quitte à normaliser notre ellipse là, on va pouvoir prendre comme vecteur tangent, donc on normalise, on paramétrise l'ellipse par une fonction gamma, hein, qui va de R dans R2, hein, d'accord? Voilà, donc ça c'est une fonction gamma, comme on a dit ici, et ici on peut la normaliser, hein, quitte à changer T dans R par des AT plus B, hein, on peut normaliser de sorte à ce que le vecteur tangent ce soit le vecteur AB, d'accord? Donc le vecteur tangent ici, c'est... Alors on a normalisé de sorte à ce que ce soit en 0, hein, ici, et que le vecteur tangent, que I soit égal à gamma de 0, et que le vecteur tangent soit justement le vecteur AB. Et donc ici, on va avoir l'image de cette ellipse va être la fonction G de gamma de t avec la dérivée, d'après ce qu'on a vu ici, la différentielle en 0, c'est-à-dire au point, la tangente au point I', qui va être égale à G flèche de AB. Mais G flèche de AB, c'est égal à A', B'. Donc on voit bien que la tangente ici est respectée. On a bien cette courbe qui va être tangente. On s'en doutait, hein, évidemment, on s'en doutait. Et aux 3 points, c'est pareil. Maintenant, cette ellipse va être envoyée sur une ellipse. D'accord? Donc, on a ramené le problème par un groupe de transformation à chercher une ellipse tritangente au milieu d'un triangle équilatéral.
Mais la solution, on l'a ici. Parce qu'on connaît bien le triangle équilatéral et on sait qu'on a ce qu'on appelle le cercle inscrit. Donc, moralité, maintenant, on va se servir des groupes qui... L'inversion dans les groupes, la possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire l'existence d'un inverse. Donc maintenant, on a trouvé la solution ici, on construit notre cercle inscrit, et maintenant, on revient par G-1, on fait un retour par G-1, et on va obtenir l'image de notre cercle. Comme notre cercle c'est une ellipse, ici on va avoir une ellipse, et qui va être tritangente, encore une fois, parce qu'on a respect de tout. Voilà déjà l'existence de l'ellipse, et maintenant on va voir l'unicité.